Dans les combats de taureaux, Varzadjung, la guerre des bœufs, mais ce n'est pas des bœufs, hein, c'est des taureaux. Alors si vous voulez, ce qui est frappant évidemment dans ces combats de taureaux, c'est d'une part la préparation de ces taureaux. Ils sont sélectionnés dès leur plus jeune âge et à ce moment-là nourris de façon très particulière. Je me rappelle qu'il y avait de la pulpe de betterave, il y a des choses, enfin. Et donc ils sont laissés seuls dans une étable et donc il ne faut surtout pas les mettre en contact avec d'autres individus. Alors, c'est la veille des combats, d'ailleurs, on ne leur donne pas à manger pour les rendre plus agressifs encore. Le problème, c'est comment faire un combat de taureau quand le combat de taureau est interdit par le régime islamique. Alors, pourquoi est-il interdit? Alors donc j'étais allé voir l'ayatollah Ehsan Barsh, qui était le représentant de l'imam à Rasht, donc dans la capitale du Guilan. Et il m'avait dit, ben oui, mais vous comprenez, les combats de taureaux, d'une part, il y a des paris, et d'autre part, en même temps, nous sommes à un degré de civilisation tel qu'on ne peut pas tolérer ce genre d'affrontement qui pouvait à la rigueur intéresser des paysans jadis, mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce combat violent? Et d'ailleurs, il me racontait que Cassius Clay était venu au Guilan et qu'avec Cassius Clay, ils avaient parlé de la boxe. Et il m'avait fait remarquer qu'on voyait très rarement des combats de boxe à la télévision iranienne parce que ce sont des combats violents et que là, on était arrivé à un stade de civilisation où il n'était plus question d'avoir ces combats violents. Ce qui fait d'ailleurs que le sport national en Iran, c'est la lutte et non pas, si vous voulez, la boxe qui apparaît comme quelque chose de tout à fait primitif. Donc, refus des paris et refus en même temps de la violence barbare dans ces combats de taureaux. Alors le problème, c'est comment organiser un combat de taureau quand vous avez une interdiction. Alors il y a deux moyens. D'abord, il faut savoir graisser la patte à la marée chaussée. Bon. Et donc, en général, c'est comme ça qu'on arrive, si vous voulez, à... Parce que dissimuler un combat de coq, il y a aussi des combats de coq dans le nord de l'Iran. C'est possible, un combat de coq, vous pouvez faire ça dans un espace commun, mais dissimuler une bête qui pèse entre 500 kilos et même plus, pas une tonne, hein, comme c'est le cas au Portugal, comme je l'avais vu, mais 500 kilos facilement, et donc qui vient dans un camion, c'est difficile. Alors une fois, j'étais allé comme ça dans un village, on m'a dit, bah, il va y avoir un Varzadjung, il va y avoir un combat de taureaux. Donc j'y vais, arrive un des combattants avec le propriétaire qui montre son beau taureau, etc. Donc je me dis, oui, il va y avoir ce combat. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient attroupés là, dans la campagne. C'était tout à fait déconcertant parce que c'était un endroit assez paumé, dirait-on, et des gens arrivaient en vélo, en moto, en voiture, en courant, etc. Et puis le combattant, l'adversaire n'est jamais arrivé. Le policier n'avait pas voulu être corrompu. Et pourtant, on lui avait proposé une belle somme, hein, d'après ce que j'avais compris, mais là, il était inflexible. Pas question de le corrompre. Donc, on ne s'était pas arrangé avec les moyens du bord, là, et donc le combat était reporté, sine die, et donc tout le monde était reparti vers sa maison, vers son village ou vers sa ville, plutôt résigné et pas content. Mais en général, on arrive quand même à faire en sorte que le combat ait lieu. Et même, j'avais assisté à des combats
pendant le mois de Muharram, c'est-à-dire pendant le mois des rituels en l'honneur du troisième imam du chiisme, en l'honneur de Hossein et du martyr de Hossein. Donc, alors qu'à cette période-là, tous les jeux sont interdits et a fortiori donc les combats de taureaux. Mais il y avait quand même eu des combats de taureaux qui se déroulaient, ils se déroulent dans des endroits variés, mais là c'était les tchoubdars, c'est-à-dire les maquignons de bétail qui organisaient cela. Et donc là, il y avait en effet beaucoup de connaisseurs des combats de taureaux qui se regroupaient à cet endroit. Et à ce moment-là, donc, le combat pouvait avoir lieu après avoir donné ce qu'il fallait à la maréchaussée et après s'être assuré également que les parieurs et les taureaux pourraient être là au bon moment. Et donc, c'était le cas. Et donc, il y avait ces combats de taureaux qui avaient lieu. Alors, qui, évidemment, n'ont pas, si vous les voyez, quand vous prenez ça au Japon ou en Corée, vous voyez comment il y a des édifices spécifiques qui sont faits pour les combats de taureaux, comment c'est porté au nu par les autorités dans la mesure où c'est un élément valorisé du patrimoine, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. Je me rappelle au Portugal aussi, vous avez des statues de taureaux à l'entrée de villages où se pratiquent ces combats de taureaux. Là, vous n'aurez absolument pas ça au Guilan. Au contraire, c'est condamné et donc on s'y livre, certes, mais avec beaucoup de précautions. Alors, sur le Guilan, il fallait aussi faire quelque chose de plus synthétique. Vous savez, il y a une entreprise nord-américaine des États-Unis qui s'appelle l'Encyclopædia Iranica, qui a été créée par un grand savant, oh mince, le nom, Ehsan Yarchater, oui, donc qui est un grand spécialiste de l'Iran qui a dû émigrer après la Révolution et qui a créé à Columbia cette Encyclopædia Iranica. Et il m'avait demandé donc de regrouper tous les articles publiés sur le Guilan dans ce volume, dont j'ai rédigé une grande partie d'ailleurs, parce qu'il y avait pas mal de chapitres que j'avais moi-même rédigés ou bien qui ont été rédigés à cette occasion, notamment sur les techniques rurales, sur l'irrigation, sur l'artisanat, sur les maisons, sur la stratification sociale, sur la parenté et le mariage, sur les relations de genre, sur le vêtement, sur la cuisine, bref, sur le folklore et les jeux, bref, et sur les combats de taureaux, et sur la perception de l'identité aussi, sur les popular literary perceptions of identity. Donc, voilà, et c'est un volume, ça, qui est paru aussi en 2013, et qui est un petit peu une synthèse à laquelle ont participé des historiens et puis des géographes aussi, ce qui fait que Ehsan Yarchater, dans sa préface, disait que désormais le Guilan est la région la mieux connue d'Iran. On était très fiers avec mon collègue Marcel Bazin, le géographe, donc d'avoir cet hommage rendu par ce grand savant qui est Ehsan Yarchater. Voilà, alors pour continuer dans la glorification narcissique, puisque c'est le genre, là aussi j'avais été ému que des collègues iraniens du Nord ou bien de Téhéran me consacrent un volume d'hommage où il y avait donc plusieurs articles sur ce que j'avais fait au Guilan, etc. Donc c'était ça aussi une source de satisfaction. Voilà. Donc il faudra le montrer ensuite. Bien. Oui. La partie Guilan. Pour la partie Guilan, qu'est-ce qui manquerait? Oui, écoutez. Ou si vous voulez dire quelque chose, est-ce que vous êtes retourné récemment? Non. Alors attendez, que je vois un peu. Oui, peut-être une chose.
Peut-être une chose, oui. C'est, si vous voulez, quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est de travailler à échelle multiple. C'est-à-dire, non seulement donc dans le cas du Guilan, mais je le ferai aussi sur d'autres terrains, à l'échelle d'une micro-société, d'une famille, d'une localité, d'un hameau, et puis d'un groupe de hameaux, ensuite d'une micro-région et ensuite d'une région. Puisque je crois que l'individu participe, si vous voulez, il n'est pas possible de traiter de la famille que j'ai étudiée dans ce village sans voir aujourd'hui qu'elle a migré vers d'autres pôles de la région. Et donc, il est impossible, je crois, de comprendre le fonctionnement d'une société ou d'une micro-société si l'on n'opère pas à échelle multiple, précisément. À la fois la famille locale, la localité, mais aussi donc ces échelons intermédiaires que sont la micro-région et puis ensuite la région elle-même, qui est quand même un cadre de référence pour tous ces individus, parce qu'aucun n'a quitté véritablement la région. Ils sont allés dans des villes proches, dans des hameaux proches ou dans des villages proches, mais dans la capitale régionale, mais aucun n'a quitté la région. Et si on voit leur comportement, aussi bien comportement culinaire, vestimentaire ou autre, c'est toujours de cette culture régionale qu'ils participent.